Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Valérie Busset, je travaille chez Solvay. Je dirige un groupe de recherche sur les matériaux inorganiques de spécialité, notamment les terres rares. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter comment on a utilisé les terres rares depuis leur extraction jusqu'à la fabrication de luminophores au niveau industriel. Donc je vais faire quelques mots pour commencer sur Solvay pour vous expliquer pourquoi Solvay vous parle des terres rares aujourd'hui. Ensuite, un petit rappel sur les propriétés des terres rares, leur originalité et pourquoi on arrive à des propriétés de luminescence, le cahier des charges d'un bon luminophore. Puis ensuite, comment on passe à la synthèse industrielle de la partie matière première jusqu'à la partie synthèse. Et je finirai par un focus sur les luminophores pour les générations actuelles de LED. Alors Solvay en quelques mots. Solvay, c'est un acteur mondial de l'industrie chimique. Ça représente 26 000 collaborateurs et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 15 centres de recherche majeurs, notamment en France, à Paris, à Lyon et à Bordeaux. On répond à différents marchés, de l'automobile, au bâtiment, énergie. Dans l'automobile, il y a notamment des terres rares dans tout ce qui est aimant des moteurs et pots catalytiques. Et énergie, environnement, je vais en parler après. Solvay, vous avez peut-être en entendu parler pour deux raisons. La première, c'est on va dire, le congrès Solvay, qui a eu lieu en 1911-1927, en fait, où Ernest Solvay a voulu réunir les grands scientifiques de l'époque pour permettre des avancées importantes en mécanique quantique, assez loin de la chimie, donc. Et puis plus récemment, la participation à l'avion solaire Solar Impulse. Donc voilà, c'est un groupe qui a commencé par la fabrication du carbonate de sodium. On s'est diversifié dans les polymères de spécialité, la silice de précipitation, et puis les terres rares arrivent ici en fait via l'acquisition de la société Rhodia, issue de Rhône-Poulenc en 2011. Alors aujourd'hui, il faut savoir que Solvay, c'est le numéro 1 mondial des produits chimiques de spécialité à base de terres rares. Et il y a une usine à La Rochelle qui est là depuis 1948. Qui a eu différentes appartenances entre Péchinet, Rhône-Poulenc, Rhodia et maintenant Solvay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit sur cette usine 6 000 tonnes de produits de formulation à base de terres rares, notamment pour les marchés de la catalyse, la dépollution automobile et des luminophores. Et elle possède également la première unité de recyclage de terres rares en France et en Europe. Alors les terres rares. Je vais faire quelques mots de physique en commençant par un petit historique. En fait, les terres rares, c'est cette partie-là du tableau périodique auquel on ajoute par affinité l'yttrium et parfois le scandium. Ça a été découvert, le minerai a été pour la première fois identifié au XVIIIe siècle. Néanmoins, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour pouvoir isoler les éléments entre du cérium au lutécium et la mise en place des procédés de purification, on appelle ça la séparation des terres rares des unes des autres, n'est apparue que dans les années 40. Et les terres rares sont généralement classifiées en deux catégories, les sériques ou les légères et les yttriques. Donc ça ne correspond pas tout à fait en fait à la configuration électronique qui nécessiterait de couper la série en deux au niveau du gadolinium, mais ça correspond en fait à la facilité d'extraction du minerai en fait, sur les minerais sériques et puis les minerais yttriques. Alors, les configurations électroniques des terres rares, donc, en fait, c'est une configuration xénon 4Fn 5D1 6S2 ou 4Fn 6S2, avec une population progressive de la couche 4F. Généralement, la forme stable de l'ion est l'ion 3+, avec différentes valences possibles, 2+, et 4+, notamment pour le cérium. La spécificité des orbitales 4F, c'est qu'elles sont écrantées par les orbitales 5s, 5p. Ça a deux effets. Le premier, c'est que en fait, les orbitales 4F sont peu sensibles au champ cristallin et ne participent pas aux liaisons chimiques. Et la deuxième chose, c'est qu'en revanche, les terres rares vont avoir une très forte affinité, une très forte similarité en termes de propriétés chimiques, ce qui explique qu'elles sont très difficiles à séparer les unes des autres. Et bien sûr, les couches 4F présentent des électrons célibataires, ce qui va pouvoir expliquer les propriétés magnétiques et optiques spécifiques. En termes de coordinance, on a une chimie de matériaux très diverses. Donc, sur les oxydes simples, il y a évidemment la fluorine de l'oxyde de cérium qui est la plus répandue.
On a des perovskites, des phosphates, différentes coordinances jusqu'à 8, et par exemple l'IBAQO qui est cher aux amis des supraconducteurs. Alors beaucoup de propriétés physiques mises à profit. Alors les électrons non appariés dans les couches 4F, ça a pour application tout ce qui est aimant permanent, néodyme fer-bore, les éléments au gadolinium, et puis tout ce qui est luminophore, dont je vais parler aujourd'hui. Ensuite, le cérium qui présente deux valences stables, 3+, et 4+, donc ça en fait un élément facilement réductible, et donc ce qui fait que l'oxyde de cérium présente une mobilité d'oxygène importante, une structure lacunaire anionique. C'est utilisé dans tous les catalyseurs automobiles aujourd'hui, et puis aussi dans les piles à combustible. On a aussi d'autres applications comme des capteurs de molécules acides dans les systèmes de craquage dans l'industrie pétrolière, des barrières antineutrons, des additifs pour les batteries nickel, métal, hydrure, et puis aussi des effets de complexion des phosphates. Ça, c'est utilisé en traitement du rein, du traitement de l'hyperphosphatémie. Donc, tout un tas d'applications assez variées. Une autre façon de le voir, en fait, c'est de la répartition par application. Et pour vous parler de la partie chimie sur tous ces systèmes, en fait, les matériaux sont assez diversifiés, donc j'ai choisi de me focaliser sur la partie luminophore, qui est utilisée dans les systèmes d'éclairage et dans les systèmes de rétroéclairage des écrans LCD. Alors, sur les systèmes d'éclairage, en fait, si on voit tous les systèmes d'éclairage, les lampes à incandescence, les lampes à décharge et l'électroluminescence, en fait, les terras interviennent dans les lampes dites LFL, lampes fluorescentes linéaires, et dans les lampes dites compact fluorescent lamp, c'est les lampes dites à économie d'énergie. Et ils sont utilisés également en phosphore comme additif dans les lampes électroluminescentes, les LED, pour obtenir des LED blanches à partir d'un semi-conducteur qui émet de la lumière bleue. Et dans les écrans, on les utilise dans les écrans CRT, dans les écrans plasma et dans tout le rétroéclairage des écrans LCD. Alors pourquoi on a choisi les terras en fait, pour tous ces systèmes d'éclairage et de visualisation? En fait, c'est lié à la qualité de la couleur émise. En fait, si on revient à la perception de la lumière par l'œil, en fait, l'œil a 3 récepteurs de couleur, un rouge, un vert et un bleu. Et à partir de cette constatation, il est possible de montrer qu'on peut mimer la lumière du soleil par un spectre discontinu d'addition de lumière monochromatique rouge, verte et bleue. Donc ça, on peut le représenter dans un triangle de couleurs comme ça. Et en fait, la qualité du rendu du couleur qu'on appelle le CRI pour les lampes, ou bien ce qu'on peut appeler le nombre de couleurs affichables par un écran de différentes normes, par exemple le NTSC, dépend de la qualité chromatique des 3 lumières primaires. C'est-à-dire qu'il faut une bonne lumière verte, une bonne lumière bleue et une bonne lumière rouge. Et en fait, ces trois caractéristiques de monochromaticité sont bien représentées par la partie terre rare. Donc, synthétiser un bon luminophore, une fois qu'on a dit qu'on voulait mettre des terres rares dedans, il faut un cahier des charges complet. Donc, la partie physique, je vais commencer par aborder ça. Il y a les critères de longueur d'onde, d'efficacité d'absorption, de qualité et de monochromaticité de la couleur. Il y a aussi évidemment des critères d'efficacité du phénomène de luminescence. Le temps de déclin, en fait, c'est pour éviter la rémanence. Donc, en éclairage, c'est pas gênant, mais sur un écran, on ne peut pas se permettre d'avoir de rémanence d'une image à l'autre. Et le quenching thermique, ça correspond au fait que dans certains systèmes, en fait, les lampes sont soumises à une certaine température en usage. Il faut que les luminophores soient capables de travailler à haute température. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini, parce que ça correspond aux propriétés d'un monocristal. Et en fait, la façon dont on processe les lampes ou les écrans, c'est qu'on va faire une poudre qui est mise en suspension. Donc, lorsqu'on va faire une poudre, il faut gérer la pureté phasique, la composition, l'oxydation, l'homogénéité du dopant, la pureté chimique, la taille des particules, la morphologie des particules, la chimie de surface, le coût, évidemment. Et tout ça, être capable de le faire sur une unité industrielle où on a des contraintes de disponibilité et d'approvisionnement de matières premières, de robustesse du procédé, de coût de production, en coût d'investissement, en coût opérationnel, et puis de gestion des effluents. Donc un cahier des charges assez compliqué. Je vais illustrer dans mon exposé différents aspects de ce cahier des charges sans rentrer dans tous les détails. Donc
la première partie, je vais commencer par la partie physique des transitions. Donc un bon luminophore, on dit que c'est une matrice haute qui va absorber l'énergie incidente et puis un centre émetteur luminescent qu'on appelle souvent dopant qui va être responsable de l'émission. Donc on le voit soit sur le schéma du cristal, soit en schéma en énergie. Absorption de la lumière et puis émission ici monochromatique. Donc la couleur d'émission dépend du choix du dopant et quand on voit ce qui a finalement été utilisé, eh bien, pour les luminophores bleus, on n'a pas beaucoup de choix, essentiellement l'europium 2+. Pour les émissions dans le vert, essentiellement le terbium 3+, le manganèse 2+. Émissions dans le rouge, essentiellement l'europium 3+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des dopants qui sont utilisés dans l'éclairage sont basés sur des terres rares et du manganèse. Alors pourquoi les terres rares? Donc, deux façons d'émettre de la lumière. La première, c'est par des transitions intraconfigurationnelles 4F, 4F. Donc en fait, là, les transitions sont issues d'un éclatement des niveaux par répulsion électronique et couplage spin-orbite. En fait, on a dans le cas de l'europium 3+, on a des transitions 4F, 4F du niveau 5D0 vers le niveau 7F2. On a une émission relativement monochromatique qui ne dépend pas de la matrice dans laquelle on est. Donc là, c'est 4 exemples de matrices différentes. On voit qu'on a essentiellement une luminescence autour de 610 nanomètres dans le rouge. Les transitions 4F, 4F, elles sont formellement interdites par les règles de la porte. En revanche, quand les éléments sont mis dans des solines, on a des levées possibles de dégénérescence, ce qui veut dire qu'on a des transitions qui sont permises. L'autre façon d'émettre de la lumière, c'est par les transitions interconfigurationnelles 5D, 4F. Là, on peut prendre l'exemple de l'europium 2+. Donc là, on a des transitions interconfigurationnelles qui sont fortement liées au champ cristallin. Donc on a une émission de lumière du 2EG vers le 8S0 et qui va dépendre en fait de la matrice dans laquelle on est pour l'europium 2+. On peut passer d'une émission dans l'UV jusqu'à une émission dans le rouge. Donc là, l'avantage, c'est que les transitions sont intenses. En revanche, elles ont des bandes assemblage, c'est-à-dire qu'elles sont moins monochromatiques. Mais pour certaines longueurs d'onde d'émission, par exemple pour le bleu, ici, on n'a jamais trouvé un luminophore monochromatique pour une émission bleue, donc on utilise toujours ce qu'on appelle le BAM, qui est un aluminate de barium et magnésium dopé europium 2+. Voilà. Donc jusqu'ici, je vous ai parlé de l'émission. On voit qu'on peut émettre de la lumière. La question, c'est comment on peut faire pour absorber l'énergie incidente de façon efficace. Donc les transitions directes 4F, 4F dans la terre rare ne sont en général jamais utilisées parce qu'elles ne sont pas assez intenses. On utilise d'autres systèmes qu'on appelle de sensibilisation ou d'autres astuces de matériaux en fait, pour contourner la faible efficacité d'absorption. Donc en fait, on peut utiliser des bandes de transfert de charge oxygène-europium, qui utilisent dans l'oxyde d'europium, la sensibilisation par une transition 4F5D par l'addition d'une autre terre rare, ou bien l'absorption directe dans la matrice, banque de valence, bande de conduction. Donc je vais illustrer ce phénomène par l'absorption 4F5D. En fait, les luminophores verts sont basés toujours sur un couple cérium-terbium, soit dans une matrice phosphate, soit dans une matrice aluminate. En fait, le principe, c'est qu'on va absorber la lumière via l'ion cérium 3+. On va avoir transfert de l'énergie incidente d'ion cérium en ion cérium jusqu'à tomber sur un ion terbium, des excitations non radiatives jusqu'au niveau émetteur 5D4 et émission de lumière verte. Et on voit bien ici que l'efficacité d'absorption est très intense dans l'UV si on passe par l'ion cérium 3+. En revanche, si on passait par l'ion terbium 3+, on aurait globalement 100 fois moins d'efficacité d'absorption. Donc en fait, cette astuce de ce qu'on appelle la sensibilisation a permis de faire des luminophores verts efficaces. Et si on combine en fait les deux effets que je vous ai montrés d'absorption, d'émission, et puis je ne vous ai pas mentionné les effets de rendement spécifiques, en fait on tombe sur une quantité assez limitée de luminophores au niveau industriel. Dans le monde en 2011, ça s'est donné 2011, il y avait environ 20 000 tonnes de luminophores produits. Il y avait encore 10 000 tonnes de luminophores de basse qualité utilisés dans les vieilles technologies de tubes fluorescents, celles qui donnent on va dire un mauvais rendu des couleurs. Sur les systèmes de technologie actuels, en fait, il y avait environ 10 000 tonnes de ces 4 luminophores-là qui sont utilisés dans les tubes fluorescents, les lampes fluorescentes et le rétroéclairage des écrans LCD classiques. Donc base yttrium-europium, lantane cérium-terbium et europium 2+. Des produits similaires pour les écrans plasma
et le rouge, les écrans CRT. Et puis on voit une petite production en fait en termes de tonnes beaucoup plus limitée pour la partie LED. Alors c'est pas uniquement dû au fait que la technologie est émergente, c'est aussi dû au fait qu'on utilise beaucoup moins de phosphore par lampe en fait. Donc on voit qu'il y a quand même un ordre de grandeur important. Et là on utilise essentiellement un YAG. On montrera après. Et puis tout un tas d'autres applications à petit tonnage, donc toute la phosphorescence, donc ça c'est pour les signaux pour les jouets, et puis les safety signs, là. Les scintillateurs, les PET scans, et puis d'autres phosphores de niche. Alors maintenant qu'on a choisi de mettre des terrains dans les luminophores, il faut les trouver. Alors je vais faire quelques points sur les terres rares. Les terres rares ne sont pas si rares que ça en termes d'abondance dans la croûte terrestre, elles sont ici en fait. Donc le cérium, c'est le 26e élément le plus abondant, c'est-à-dire 5 fois plus que le plomb, et beaucoup plus abondant que l'iode, le mercure ou l'indium. Donc c'est pas si rare que ça. Elles sont assez bien réparties sur le globe. Et, on a estimé environ 100 millions de tonnes les réserves mondiales. On a trouvé des nouvelles sources, notamment au Canada et au Groenland. La Chine ne représente que 50% des réserves envisagées. En revanche, si on parle de la production, c'est-à-dire l'extraction du minerai jusqu'aux matières premières séparées, alors là, oui, la Chine est dominante et représente 95% en fait de l'exploitation. Donc en Chine, il y a deux endroits majeurs. Il y en a une en Mongolie intérieure qui s'appelle Bayanobo, qui est exploitée dans la ville de Baotou, et puis un site qui dispose d'argile en fait dans le sud, qui est très pratique pour les terres rares lourdes parce que très facile à exploiter. Troisième point en fait qui n'est pas forcément évident, c'est que le marché des terres rares est relativement petit en termes de tonnage. Donc on a consommé environ 100 000 tonnes en 2012, on va certainement atteindre 200 000 tonnes en 2020, mais ce n'est pas si conséquent que ça par rapport aux réserves existantes. Ce qui drive l'application, c'est seulement les aimants permanents. Et au deuxième niveau, les catalyseurs, les poudres de polissage et les luminophores. Alors vous avez peut-être entendu parler de la crise des terres rares en 2011. En fait, ce qui s'est passé entre 2010 et 2012, c'est que la Chine a imposé des quotas d'exportation en terres rares, ce qui a fait en fait multiplier par 10 le prix des terres rares, notamment des terres rares lourdes, europium, terbium utilisé dans les luminophores et dysprosium utilisé dans les aimants. Depuis, la crise s'est arrêtée. À peu près en 2012, en fait, il y a eu différentes initiatives, notamment de sourcing hors Chine, qui n'ont pas forcément abouti, mais néanmoins, la Chine a accepté d'arrêter les quotas. Donc le prix est redescendu à un niveau quasiment équivalent au niveau initial. Néanmoins, ça a significativement bousculé le marché, l'implantation d'industries en Chine et l'augmentation, on va dire, des boucles de recyclage en production et post-production. Par exemple, pour les poudres de polissage, on consomme 7 fois moins de poudres de polissage pour le polissage du verre qu'on faisait avant, simplement par optimisation des procédés. En revanche, les prix restent bas, mais ils sont très différents en fonction des terres rares, en fonction des éléments et en fonction de leur pureté. Donc les éléments les plus abondants et pas forcément purifiés, ils peuvent être à 7 $ le kilo. Les éléments les plus compliqués à obtenir peuvent monter à 1 000 € du kilo. Et le dernier point que je voulais mentionner sur les terres rares, sur l'extraction, c'est qu'il n'y a pas de minerai dont la distribution des terres rares est adaptée aux besoins du marché. C'est-à-dire que la production de matières premières doit être ajustée aux besoins du marché. On peut choisir de l'ajuster au marché le plus demandeur, qui est le marché des aimants, dans lequel on va utiliser du didyme, néodyme, praséodyme et puis du dysprosium. Donc si on fait ça pour extraire les terres rares, on voit que toutes les autres terres rares sont en excès. Donc ça reste, ce tableau montre en fait que même si les applications des terres rares sont différentes, elles sont fortement liées avec une flexibilité limitée due à l'extraction. Et si on équilibre pour le marché des aimants, toutes les autres sont en large excès, ce qui n'est pas durable. Et en fait, le marché s'ajuste. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est une réduction de la consommation du dysprosium dans les aimants. Et puis également le développement d'aimants alternatifs au néodyme fer-bore. Enfin, les solutions de recyclage apportent une réponse partielle à cet équilibre des terres rares.
Alors, comment obtenir des terres rares séparées? Alors, les terres rares obtenues en minerai, en fait, elles sont très faiblement concentrées, de moins de 1% à 15%. On va commencer par un traitement physique qui permet, par concassage, broyage et puis séparation, soit magnétique, soit flottaison, d'obtenir un minerai enrichi qui contient entre 20 et 70% de terres rares. Et puis de là, on a une attaque chimique et une extraction liquide-liquide pour obtenir les terres rares séparées. On appelle ça 1N à 5N, c'est-à-dire 99% de terres rares jusqu'à 99,999% de terres rares. Et on obtient en fait des solutions, soit des nitrates, soit des chlorures de terres rares, dans certains cas des oxydes. Après, on peut passer à la partie application et à la partie recyclage. Alors l'attaque du concentré, en fait, elle se fait en 2 étapes selon le minerai initial. En fait. En général, on a une attaque acide sulfurique à chaud dans un four à 600 degrés, suivie d'une attaque à la soude. Donc ça se fait dans des grands fours comme ça. Donc ça, c'est l'exemple d'un four et son installation récente de l'Inas Corporation en Malaisie. La deuxième étape, en fait, c'est la séparation des terres rares par extraction liquide-liquide. Donc, on a mentionné que les terres rares ont des propriétés chimiques très proches, c'est difficile à séparer. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un extractant. Il y a 3 types d'extractants, neutre, anionique ou acide, peu importe, qui ont un coefficient de partage en fait, entre les terres rares plus ou moins prononcé. On utilise ce coefficient de partage en fait, pour séparer petit à petit les terres rares des unes des autres dans des équipements qui s'appellent des batteries de séparation. Donc, ça, c'est fait. Une batterie de séparation, ça contient en fait entre 70 et 90 unités, ce qu'on appelle des mélangeurs sédimentaires, mixeurs settlers. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient introduire un mélange de 2 terres rares. On a une séparation, enrichissement d'un côté dans la phase aqueuse, par exemple, d'une des terres rares, dans la phase organique de l'autre terre rare, et petit à petit, de mélangeur en mélangeur, on enrichit petit à petit chacune des phases en une des 2 terres rares. Donc, ce qui veut dire que, en fait, pour séparer n terres rares, il faut n-1 batterie, et chaque batterie fait une centaine d'unités de petits trucs comme ça. Donc, ça ressemble un peu à des machines à laver sur une grande longueur. Ça, c'est une batterie de l'usine de La Rochelle, qui en comporte 1500 comme ça. Donc là, voilà, vous voyez, la personne est là. Ça donne l'échelle de l'unité. Maintenant qu'on a les terres rares séparées, on va passer à la partie synthèse de luminophores. Donc pour l'instant, ce que je vous ai décrit, c'est les paramètres physiques et puis la disponibilité des matières premières. Je vais passer aux contraintes, on va dire, de synthèse. Alors je vais aborder 3 aspects. Le premier, c'est la pureté. Tous les luminophores sont fortement impactés par les impuretés présentes. Et en fait, on a régulièrement amélioré les performances depuis les années 60 par un meilleur contrôle du niveau de pureté. La difficulté de ça, c'est que les impuretés critiques pour chaque luminophore dépendent du phénomène de luminescence. Donc ça est étudié pour chaque luminophore. Ça vient des matières premières. Donc j'ai explicité en détail comment on arrive à des matières premières terres rares propres. En revanche, il n'y a pas que les terres rares. En fait, sur des matériaux tels que les aluminates, les phosphates, les vanadates, il a fallu au départ purifier correctement l'alumine, le vanadium, le phosphate, pour permettre des bons luminophores quand les grades de haute pureté n'existaient pas encore. Et puis les impuretés viennent des procédés des équipements. Donc en fait, tous les équipements utilisés en synthèse de luminophores sont toujours spécifiques et toujours dédiés, un par couleur ou un par phosphore. Et en fait, on préfère faire des petites chaînes de production par luminophore qu'on met en série plutôt qu'une grosse chaîne qui sera peu versatile. Et en termes d'impureté, tout est possible. Donc, par exemple, sur un des phosphores verts, on voit qu'on cherche toujours à avoir moins de 10 ppm d'oxyde de fer, ce qui ne fait pas énormément, surtout quand on a des équipements en inox. Et si on monte à 40 ppm de fer, en fait, on perd 2% de points de performance, ce qui est critique, c'est-à-dire que ce matériau-là n'est pas vendable en lampe. Pour un luminophore rouge, par exemple, là, on va avoir une criticité en fait, sur l'oxyde de cérium. Donc, si on utilise en général, on purifie l'europium pour avoir moins de quelques ppm de cérium, mais si on rate et qu'on a une centaine de ppm de cérium, en fait, on perd complètement en performance et c'est pareil, on obtient des matériaux qui ne sont plus du tout utilisables en lampe. La deuxième difficulté, en fait, c'est la maîtrise de la composition et la maîtrise du coût. Donc ça, c'est un exemple en fait d'un luminophore lantane, cérium, terbium, phosphate que j'ai déjà évoqué. Et on a la performance
en fonction de la quantité de terbium qu'on met dans le luminophore. On voit que la courbe est assez pentue, sachant que la cible elle est juste au-dessus de 100% de performance. Et si on est au niveau de 99% de performance, le luminophore est hors spécification. Donc on voit que la courbe est très sensible au taux de dopant. Ça a deux effets. Le premier effet, c'est que quand on fait la synthèse, il faut que le dopant soit parfaitement distribué dans le cristal. La deuxième contrainte, c'est qu'il faut que au niveau du contrôle industriel du procédé, la précision soit parfaite, c'est-à-dire que quelques pourcents de variation va risquer de mettre un luminophore soit hors spécification, soit en coût supérieur. En effet, dans ce type de luminophore, le coût du luminophore est à 70% drivé par on va dire, le coût de l'oxyde de terbium. Donc on voit bien que si on en met un peu trop, ici on va avoir des performances bien meilleures, mais en revanche un coût du luminophore qui va exploser. Donc en fait, sur ce luminophore-là, l'exemple c'est qu'on a choisi une performance suffisante, mais non maximale, et un contrôle très strict de la quantité de terbium ici pour maîtriser à la fois le coût et la performance. Et puis, un autre exemple de contrainte, c'est la taille des particules qu'on cherche à faire. Alors d'un point de vue, on va dire, de la luminescence, on aimerait bien faire les particules les plus grosses possibles pour avoir le moins de défauts possible, de faire les cristallites les plus grosses possibles. En revanche, quand on va mettre en œuvre le luminophore dans une lampe ou dans un écran, on va mettre les particules de la poudre en suspension dans un slurry et les tendre en une couche fine. Et là, ce qu'on veut, c'est mettre le moins possible de luminophore. Donc il faut des poudres petites en taille. Et donc on a un compromis en trouver en faire les particules les plus petites et faire les particules ici les plus grosses possibles. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est des petits monocristaux parfaits. Donc l'ordre de grandeur de taille, c'est 5 microns. Ça dépend un peu des applications, mais mettons 5 microns. Non frités, alors qu'on a des processus de synthèse qui sont faits à haute température, à plus de 1000 degrés. Donc en termes de chimie, c'est un bon challenge. Ça, c'est un exemple. Là, l'échelle, c'est 1 micron. C'est un exemple de luminophore classique. On voit bien qu'il y a des grains facettés, relativement monocristallins et relativement homogènes en taille. Alors comment on arrive à faire ça? C'est là qu'interviennent les voies de synthèse. Alors si on part d'une synthèse voie tout solide, où on mélange les matières premières, on mélange, on calcine, on broie, on mélange, on calcine, on broie, ça ne marche pas, ça fait des poudres en général trop polydisperses, pas assez bien cristallisées, avec trop de défauts de surface. Donc ce qui a été mis en œuvre assez tôt, en fait, c'est des voies chamotage assistées par un liquide, qui sont en fait dérivées de toute la connaissance de la synthèse de monocristaux. Donc en fait, on va mélanger les matières premières, mais on va ajouter ce qu'on appelle un flux en anglais, un agent fondant, en fait, qui va permettre de diminuer la température de cristallisation de la phase, améliorer l'homogénéité et améliorer la morphologie des particules. Alors ça, il y a différentes façons de le faire. Il y a un exemple historique qui est assez remarquable, qui est le YVO4 d'opéropium, l'orthovanata d'yttrium d'opéropium, qui a été développé dans les années 60. Donc en fait, on prend oxyde d'yttrium, oxyde d'europium, l'oxyde de vanadium. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a compris très tôt, sans forcément on va dire l'expliciter, qu'en fort excès d'oxyde de vanadium, en fait, on avait des particules mieux contrôlées en taille et mieux cristallisées. En fait, ce qui se passe, c'est que le vanadium sert lui-même d'agent fondant ici lorsqu'on le met en excès et permet on va dire une bonne redissolution, recristallisation des grains qui permet d'obtenir des particules bien cristallisées. En revanche, le problème, c'est qu'il faut être en fort excès de vanadium. Ça, c'est un problème de coût, de corrosion et d'effluent. Donc, on voit que rapidement, ils sont utilisés des flux classiques type NaCl. Là, on a encore un problème, c'est qu'on est toujours en surstoichiométrie de vanadium, ce qui est toujours pas très confortable pour les effluents, les équipements. Et puis le sodium est un poison de la luminescence. Donc on est passé au final à des voies alternatives dans les années 90 avec des fondants type borate de sodium, borate de lithium à plus basse température. Là, on a vraiment pu contrôler correctement le procédé en mettant très peu d'agents fondants, typiquement 0,1% poids, et puis une bonne stoichiométrie en vanadium, pas d'excès de vanadium. Donc on est passé d'un produit qui faisait 9 microns, qui était polydisperse, à un produit qui fait 4,5 microns monodisperse et qui a gagné 5 points de performance. Donc ça permet on va dire, d'avoir des systèmes après applicatifs beaucoup plus performants.
En revanche, à part la partie papier, on va dire, si on regarde un procédé industriel, ça c'est un procédé industriel qui a été vraiment utilisé par la compagnie Westinghouse dans les années 70. Je vous passe les détails, mais en fait, un procédé tel que décrit avant, ça se résume en 25 étapes unitaires, ce qui est quand même assez compliqué, avec toute une étape de purification des matières premières au départ du vanadium, de préparation des terres rares et puis d'enchaînement de calcination-broyage. Donc ça a bien fonctionné dans les années 60 et 70, quand on a commencé à faire des plus grosses productions pour les lampes fluorescentes avec des qualités de phosphore plus strictes, on est passé à d'autres systèmes de synthèse. Alors là, je vais juste vous faire un petit aparté sur le fonctionnement des lampes pour comprendre les contraintes. Donc une lampe fluorescente, un tube fluorescent, en fait, c'est constitué d'un plasma d'argon-mercure qui émet de la lumière ultraviolette qui va exciter une petite couche de luminophore qui est enduite sur le verre. La couche ici, elle fait une vingtaine de microns en standard et qui est un mélange de 3 couleurs, rouge, verte et bleue. Et ce qui s'est passé depuis l'invention de ces systèmes luminescents, c'est qu'on a toujours cherché à améliorer la performance. Alors la performance, c'est d'abord la quantité de lumière, donc le lumen, et puis le lumen par watt, c'est-à-dire que la performance énergétique. Donc il a toujours fallu améliorer la brillance intrinsèque du luminophore, et puis la durée de vie. En fait, maintenant, on utilise des lampes qui ont une durée de vie de 25 000 heures, c'est-à-dire qu'il faut que le luminophore il soit stable chimiquement vis-à-vis du plasma de mercure et de les radiations UV pendant 25 000 heures. La deuxième contrainte, c'est diminuer le coût. Donc ça, on exprime ça en dollars par lumen. Donc il y a deux aspects. Il y a réduire la quantité de luminophore par lampe. Et donc réduire la quantité de luminophore, ça veut dire réduire l'épaisseur de la couche ici. Sauf qu'une couche comme ça tient de façon électrostatique que si on a 3 ou 4 fois la taille d'une particule, 3 ou 4 couches de particules. Donc la seule façon de réduire la couche ici, c'est de réduire la taille des particules primaires. Donc en fait, on est passé progressivement de 10 microns à 7 microns, 6 microns, 5 microns et actuellement 3 microns de taille de particules primaires ici. Et puis on a essayé de réduire la quantité de terres rares dans chaque luminophore. Et puis dernier point, diminuer l'impact environnemental. En fait, la quantité de mercure a été drastiquement diminuée dans la lampe par le fait qu'on a traité en surface les luminophores de telle sorte que le mercure ne soit pas adsorbé fortement sur chaque luminophore, comme ça il est disponible pour faire le plasma. Donc ça c'est tout un traitement de chimie de surface des luminophores qui a permis en fait qui a permis de diminuer la quantité de mercure dans les lampes. Alors comment on est passé à ça? En fait on a fait une synthèse qui s'appelle une voie précurseur. Donc la différence par rapport à la voie précédente paraît assez mince sur le papier, mais elle consiste à faire une phase prémix, on va dire homogène, des 3 oxydes avant d'utiliser la partie fondant, ce qui permet de faire un enchaînement derrière un peu plus simple et de ne pas avoir besoin de fort broyage, mais d'une simple désagglomération. On diminue la température de cristallisation, on améliore la morphologie, la taille des particules, l'homogénéité et un meilleur contrôle de degré d'oxydation. Donc j'ai 2 exemples. Le premier, c'est le luminophore rouge Y2O3 dopé europium. Donc ce qu'on veut faire, c'est ce phosphore-là, Y2O3 dopé europium avec environ 5% poids d'europium. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pré-mélange qui va être de la même phase, sauf qu'on n'aura pas tout à fait géré la morphologie ni la cristallinité. Et ce précurseur, on va l'obtenir en faisant un amont en voie humide, en voie chimie douce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les matières premières, les sels de nitrate qui sortent des batteries de séparation, on va précipiter à l'acide oxalique et à l'ammoniac pour faire un oxalate mixte yttrium-europium. On aura une intimité forte entre l'yttrium et les 5% d'europium qu'on veut substituer. Et le fait qu'on contrôle cette intimité-là, on aura une bien meilleure dispersion de l'europium dans la matrice et un bien meilleur phosphore. L'autre avantage, c'est que toute la voie humide ici permet une grande versatilité de morphologie, de contrôle de taille, comme on peut l'expliciter ici. Donc ça, c'est 3 exemples en fait, de morphologie et de taille. Donc, le précurseur standard, en fait, il a une taille de particules de 4 microns. On peut faire du beaucoup plus fin sphérique, on peut faire du beaucoup plus gros cubique. Tout simplement en jouant en fait sur la façon dont on met l'acide oxalique, l'ammoniac et les terres rares ensemble, lors d'introduction, les types de mélange, les températures, permet une grande variabilité et un bon contrôle de taille qui va être répercuté, en fait, qui va servir de template sur le matériau final.
Donc à partir de ce précurseur, en fait, on a une étape de mélange avec l'agent fondant. Donc ici, on est passé à des agents fondants toujours aux bases bore et ici carbonate de baryum. On calcine à 1400 degrés, donc en fait, on a baissé de 300 degrés la température de calcination standard. Et puis en fait, on a une désagglomération, un broyage, un lavage, un séchage, un tamisage pour obtenir le luminophore. Et l'avantage en fait de ces voies-là, c'est que la taille du précurseur conditionne à peu près la taille du matériau final. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des produits contrôlés en taille et monodisperses. Alors, dans les usines, ça se passe comme ça. La difficulté principale, en fait, c'est une fois qu'on a le précurseur qui fait par voie humide et calciné, il faut le mélanger avec l'agent fondant. Donc ça paraît simple, sauf que l'agent fondant, il est mis à 0,1% en poids. C'est un matériau qui n'a pas la même densité, pas la même taille de particules et pas forcément d'affinité chimique avec le précurseur. Donc il y a pas mal d'astuces de mélange. En fait, une des astuces consiste à faire ce qu'on appelle un master batch. On va le mettre en plus grosse quantité, mettons à 5% poids. Et puis après, on va rediluer, on va faire une dilution en 2 fois. Et puis on utilise des mélangeurs assez sophistiqués, donc des mélangeurs en V, des mélangeurs 3D ou des mélangeurs double cône. On fait des tailles de batch d'environ 500 kg pour donner un ordre de grandeur. Et après, on va mettre ça dans des creusets. Donc ça, c'est une illustration d'une production qui se fait en Chine, qui est assez représentative de ce qu'il fait aujourd'hui. En fait, c'est manuel pour la plupart, et c'est des petits creusets qui font à peu près 1 kg. La forme des creusets dépend du luminophore qu'on fait. Ici, c'est des creusets hauts. On les fait à la main, et puis on fait passer ça dans un four à passage, dans lequel le profil de température est bien contrôlé, avec une montée progressive, un palier, une descente progressive. Et c'est plutôt des petits fours à passage, donc c'est des fours qui font, mettons, une vingtaine de mètres, et qui fonctionnent en continu en fait, sur ce type de fabrication. À l'issue de la calcination, on récupère une poudre assez dense dans les creusets. On la concasse avec un concasseur à mâchoire, un concasseur à rouleau. On la tamise, on lave. Et ensuite, on broie soit en broyage humide, soit en broyage haché d'air. On tamise et on obtient le luminophore final. Donc, en fait, ici, on voit que la partie précurseur, elle a quand même simplifié l'aval du processus en termes de, on va dire, de nombre d'étapes unitaires à utiliser. Le deuxième exemple que je vais montrer, qui est un peu plus riche encore, c'est le cas du phosphate de lantane cerium-terbium. Donc là, la voie dite précurseur a été développée en 1992 par Rodia sur le même principe. Donc le luminophore qu'on veut faire, il est là-bas, c'est la phase monazite, lantane cerium-terbium. On va dire qu'on veut faire un précurseur de la même phase en contrôlant à peu près correctement le degré d'oxydation 3 pour le cérium et le terbium. En revanche, on n'aura pas la morphologie, on l'obtiendra qu'après. Et donc ce précurseur, on va faire toute une chimie de voie humide en partant de nitrate de terre rare, de phosphate et d'ammoniac pour faire une phase intermédiaire de type rhabdophane, la phase hydratée, basse température. Alors qu'est-ce qu'on va gagner par rapport à une voie chamotage? On va gagner, c'est qu'une voie chamotage classique, on va passer par un oxyde dans lequel le cérium et le terbium vont être tous les deux tétravalents, ce qui vont être très difficile ensuite à réduire pour obtenir le trivalent dans l'état final. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser une forte température et une forte quantité de flux. Ici, le précurseur obtient quasiment directement le degré 3 plus pour le cérium et le terbium parce qu'il est très facile d'obtenir des sels de terre rare trivalents et ils sont très bien stabilisés sous la forme 3 plus dans le phosphate dès la précipitation en milieu humide. On a un procédé plus simple derrière et puis un lavage pour obtenir le phosphore final. Alors la précipitation, c'est assez facile, néanmoins, il y a quand même du savoir-faire intéressant derrière. En fait, il est facile de faire un phosphate de terre rare de type rhabdophane en mélangeant un sel de lantane et une source de phosphate. Néanmoins, quand on n'y prend pas garde, ce qu'on obtient, c'est des aiguilles nanométriques de rhabdophane qui font 100 nanomètres x 10 nanomètres et arrangées de façon anarchique. Quand on calcine quelque chose comme ça à 900 degrés pour obtenir la monazite, ce qu'on obtient, c'est des agglomérats anarchiques de très petites particules sphériques, donc contrôlées en taille. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire 10 microns en termes de granulométrie, mais en revanche, fait de plein de petites entités nanométriques. Plein de petites entités nano veut dire plein d'entités de surface et donc plein de risques d'avoir des ions cérium 4+.
Ce qu'on a fait en fait en 90, c'est qu'on a été capable en fait par des jeux de gestion de la précipitation. Donc ça c'est pareil en fait, c'est l'ordre d'introduction des réactifs, le pH, le contrôle de la réaction, le contrôle du procédé, de l'agitation. On passe d'un état anarchique à un état organisé. Ici chaque petite aiguille est organisée dans une espèce de pelote. Et lorsqu'on calcine les pelotes, en fait on a fait des espèces de framboises en fait qui font une taille ici de 3 microns, qui est la taille des entités primaires qu'on cherche à avoir en fait. Et lorsqu'on calcine ça, en fait, ça c'est les précurseurs qui font 3 microns, 4 ou 6 microns. On utilise une calcination douce, un flux borate de lithium, qui fait une redissolution, recristallisation uniquement en surface de chaque petit grain ici. Et ce qu'on obtient, c'est un luminophore qui a exactement la même granulométrie, 3, 4,5 ou 6 microns. Et ça, l'avantage, en fait, c'est qu'on est capable de passer, en fait, d'un produit voie chamotage qui était assez gros et peu performant à un produit qui est beaucoup plus fort en termes de granulos et bien plus performant en termes de luminescence. Et le passage en fait d'un grade de 4,5 microns à 3 microns, ça n'a pas l'air, mais ça représente 25% de réduction du coût du coating de la lampe en fait. Donc, ce qui est assez considérable pour les fabricants de lampes. Et on s'est posé la question, comment aller plus loin ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans une particule qui fait 3 microns, les particules sont designées pour absorber fortement la lumière. Ce qui veut dire que la lumière incidente va être absorbée sur une couche qu'on peut estimer à 1 micron. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2/3 de la particule qui n'est pas utilisée. Donc l'idée sur le papier, elle est assez simple, hein, c'est de faire un luminophore Korshel en mettant pas de terres rares chères au milieu, en mettant les terres rares utiles qu'à la périphérie du grain. Sachant que dans le processus, comme je vous l'ai montré, il y a 2 étapes de calcination, une calcination à 900 degrés puis une calcination à 1100 degrés. Donc il faut quand même que la structure Korshel passe les 2 calcinations. Néanmoins, c'est possible. Et là, on va dire pourquoi c'est possible, c'est parce qu'en fait, on maîtrise bien la chimie de précipitation. Encore une fois, la différenciation, elle vient de l'amont du procédé, de ce qui est fait en voie aqueuse. On est capable de faire des Korshel qui résistent bien en température. On voit ici, le lantane est réparti de façon homogène, mais ici, c'est le terbium, il est réparti qu'en périphérie du grain, et le cérium également qu'en périphérie du grain. Et si on contrôle bien le système, en fait, ce qu'on est capable de montrer, c'est que sur la courbe de tout à l'heure de performance en fonction de la quantité de terbium, ça c'est la courbe initiale en bleu, et là on a les nouveaux produits en rouge. En fait, on est capable de gagner 40% d'utilisation de terres rares lourdes, type terbium, qui sont les plus chers, dans ce type de luminophore optimisé sans perdre en performance. Et donc si on résume un peu l'histoire de ce matériau, en fait il est connu depuis les années 70 par des voies chamotage, et si on reporte la performance de la lampe par rapport à la quantité de terre rare utilisée par lampe et donc au coût du coating, en fait on est capable on a fait un fort saut de performance en passant une voie précurseur. Et ensuite, on a fait 2 améliorations successives en 2000 et 2010, un par des phosphores ultra fins et 2 par des phosphores Korshel. Les 3 systèmes, on va dire, sont utilisés aujourd'hui, ceux-ci dans les lampes de très haute performance, ceux-ci dans les lampes les plus efficaces en termes de coût. Voilà pour les lampes fluorescentes. Je vais finir par un aperçu des luminophores pour les LED. Donc les LED, pour vous rappeler, c'est utile dans l'éclairage avec différents designs. Dans la signalisation et dans le rétroéclairage, les écrans LCD, soit avec des petites LED partout derrière, soit avec les LED que sur le côté, ce qu'on appelle le edge. Alors comment ça fonctionne ? En fait, le principe de la LED, c'est une émission de lumière électroluminescente. En général, pour l'éclairage, on utilise une diode bleue, ici. Et pour faire de la lumière blanche, par l'additivité des couleurs, en fait, on utilise classiquement un luminophore jaune. Donc ça, c'est le design qui a été breveté par Nishi en 1995. Nishi, en fait, qui a inventé la diode bleue, et puis qui est également un des fournisseurs historiques de luminophores. Donc en fait, ils avaient les deux, à la fois le semi-conducteur et le phosphore pour réaliser le système. Donc ils ont déposé le brevet maître en 1995. Aujourd'hui, c'est largement le système dominant. Ça fait une lumière, un pseudo-blanc avec un rendu des couleurs assez médiocre. Donc ce qu'on fait pour l'éclairage, on rajoute un luminophore rouge, on compense le spectre lumineux par un luminophore rouge. Donc on a toujours le semi-conducteur, la chip bleue, un phosphore jaune, un phosphore rouge. Et puis ce n'est pas suffisant pour les écrans.
ce qu'on fait pour les rétroéclairages des écrans LCD maintenant, c'est qu'on a la diode bleue, et puis un luminophore rouge, un luminophore vert. Après, la façon dont c'est mis en système, ça c'est différents dessins de diodes en fait. Donc on a le semi-conducteur qui est là, soit on a une petite couche de luminophore qui est directement sur la chip, le luminophore est dispersé dans du silicone, soit on a un système pour les diodes moins performantes où on disperse le luminophore dans tout le silicone qui protège le semi-conducteur. Et ça c'est un exemple de dispense en fait de silicone contenant du phosphore YAG sur des chips de LED. Alors quel luminophore? Alors le choix des luminophores, c'est quelque chose entre guillemets d'assez récent, c'est-à-dire que le système de base, la technologie dominante, c'est ce qu'on appelle le YAG, c'est un grenat, yttrium, aluminium, garnet en anglais. Donc c'est une structure Y3L5O12 dopé cérium. Je dis dopé cérium, en fait, il y a toute une zoologie de dopants, mais c'est basé sur ce type de composition. Pour des raisons essentiellement en fait, de liberté d'exploitation, certaines sociétés ont essayé de se démarquer du brevet niché en proposant des systèmes alternatifs type silicate. Ça reste moins performant, ça fonctionne, mais ça reste un peu moins performant, c'est un peu moins stable en température, en humidité. Donc ça, c'est les deux sources, on va dire, de lumière jaune ou jaune-vert. En revanche, la difficulté qu'on a observée pour les LED, c'est la définition d'un bon luminophore rouge. Parce qu'en fait, les LED, ce qu'il faut chercher, c'est un luminophore rouge excitable sous lumière bleue. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été trouvé. Donc il y a tout un tas de recherches qui ont été menées, notamment par le professeur Schnick en Europe, en Allemagne. Et on est tombé sur des phases nitrures, en fait. Donc soit oxynitrure, soit nitrure. Il y a toute une zoologie, finalement, les phases en gras qui sont SR2, Si5N8, d'opéropium 2+, l'équivalent avec l'aluminium et puis les SiAlon sont les phases les plus utilisées aujourd'hui. Et puis quelques systèmes en émergence, on voit que on est encore en train d'optimiser, de rechercher les luminophores les plus performants, mais on va dire que l'industrie est en train de se stabiliser autour de ces quelques compositions. En termes de marché, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est qu'on va aller vers des tonnages de l'ordre de 350 tonnes en 2020. Si vous vous rappelez, par rapport aux 20 000 tonnes de luminophores pour éclairage standard, il y a un ordre de grandeur de différence. Alors les enjeux spécifiques, comme c'est une application qui est encore jeune, en fait, on est encore en train d'optimiser, on va dire, chaque matériau. Il faut adapter l'absorption et l'émission à l'émission de chaque chip bleu et à la qualité de blanc qu'on veut, en fait. Donc finalement, quand on parle d'un luminophore jaune, en fait, il y a toute une zoologie de composition de dopants à gérer pour avoir différents spectres d'absorption et d'émission. On cherche à améliorer l'efficacité de chaque phosphore. Donc ça, c'est la gestion de la pureté, la gestion des défauts, qui n'est pas complètement maîtrisée encore sur tous les luminophores. La stabilité en température à luminosité, donc sur les LED, il y a des tests classiques qui sont 85 degrés à 85% d'humidité relative pendant 1000 heures. Donc ça c'est pareil, certains nitrures ont du mal à passer le test. Et puis en termes de taille de particules, pour l'instant on n'est pas si avancé que sur les lampes. Donc on a 2 grades de taille, 15 microns ou 7 microns qui correspondent, on va dire, un compromis entre la performance intrinsèque du luminophore et l'extraction de lumière qu'on a dans le système LED. Les nitrures pour l'émission rouge qui sont complexes à synthétiser, qui impliquent des problèmes de coût, de sécurité, d'équipement pour leur synthèse. Et puis des enjeux de propriété intellectuelle et de licence croisée, notamment tout ce qui est YAG, entre les acteurs principaux qui sont Nichia, Philips, Osram et Cree. Donc on va dire que là l'industrie est un peu moins ouverte sur les méthodes de synthèse de luminophores. Néanmoins, sur le luminophore YAG, on va dire que les synthèses sont assez classiques. Donc ça, je vous ai mis le brevet Nicha, ça se résume en 5 lignes, la synthèse. Donc évidemment, il y a un peu plus de savoir-faire que ça derrière. Mais le principe repose un peu sur ce qu'on a déjà utilisé par les procédés précédents. C'est-à-dire qu'on va partir de nitrate de terra. On va précipiter un oxalate mixte, yttrium, cérium, gadolinium et tous les autres dopants via l'acide oxalique et l'ammoniac. Et ensuite, on va mélanger cet oxalate mixte à d'alumine avec un agent fondant, ici le NH4F,
à 1400 degrés pour obtenir la phase YAG. Donc on retrouve les astuces classiques, on va dire, de précurseurs par voie humide, un amont voie humide qui gère la morphologie, la distribution des dopants, et l'utilisation d'un flux qui gère la cristallinité et le contrôle de taille des particules. Pour la partie nitrure, ces astuces n'ont pas pu être réappliquées. Donc j'ai deux exemples. En fait, ça c'est un exemple de La3SI6N11 dopé-cerium par Mitsubishi, qui est un des acteurs principaux de la synthèse de nitrure pour les luminophores. Les premières synthèses en voie chamotage en partant de nitrure de lantane, de silicium, de nitrure de cérium qui doivent être faits eux-mêmes à façon par chamotage. On voit que les synthèses se font aux alentours de 1800 degrés sous pression d'azote, conduisent à des impuretés phasiques et des performances faibles. Donc en fait, ils sont passés à une voie, on va dire, métallique. Donc ils font un espèce de précurseur métallique, lantane, cérium, silicium, qui vont ensuite nitrurer, toujours aux alentours de entre 1800 et 2000 degrés pendant 39 heures, à des fortes pressions d'azote. Calciner, broyer, sécher. Et là, on obtient la pureté phasique et une performance élevée, de l'ordre de 70%, qui est élevée pour ce type de nitrure. Un autre exemple, en fait, sur une autre phase nitrure, en fait, par Toshiba, c'est la même chose. En fait, là, on part de matières premières terres rares un peu plus simples, en fait. On a toujours des conditions de calcination de l'ordre de 1800 degrés sous forte pression d'azote. On a encore des morphologies de particules qui sont beaucoup moins bien contrôlées en fait, que sur les luminophores YAG ou ces luminophores traditionnels. Donc on voit qu'il y a encore tout un tas de travail à faire sur la partie nitrure. Et puis la gestion d'équipements en fait, non standards. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que les tonnages impliqués sont beaucoup plus faibles. On va être de l'ordre de la 50aine de tonnes par an par rapport au tonnage traditionnel. Donc c'est gérable dans des unités spécifiques, mais ça reste compliqué à gérer. Voilà, en conclusion, l'histoire des luminophores à base de terre rare, ça a une 60aine d'années. Ça a permis le développement des technologies d'éclairage et de tous les écrans couleurs. On a vu différentes améliorations tout au cours des années. Les dernières, dans les années 2000, c'est une nouvelle chimie autour des nitrures, pour les luminophores, pour les LED. Les performances restent encore à améliorer, notamment sur la qualité et le rendu des couleurs des LED. Des nouvelles technologies sont à l'étude. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est les quantum dots, dans ce qu'on appelle les quantum LEDs, remplacer les phosphores à base de terre rare par des quantum dots. Donc ça permet des émissions, des couleurs un peu plus fines. L'avenir nous dira si ça permet de remplacer toutes les terres rares ou pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie deux collègues de Solvay qui m'ont aidé à préparer. Et si vous avez des questions, je vous invite à aller voir des livres sur les terres rares. Merci.